croire que le FBI soit concerné par ce genre d'affaires. Hé les mecs, allez, laissez-moi entrer. Alerte, ouais, c'est Choco. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Je sais où tu te caches. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est plein gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Oh, j'ai libéré les deux douzeaux. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Française, français, belge, Freddy, Jason, Michael, fan de tronçonneuse et fantômes qui sortent de la télé. Bienvenue dans l'épisode numéro 4 des rencontres du 3e Geek. Nous sommes le mardi 8 décembre, il est 22h01 sur Radiums. Nous sommes toujours en mode confiné, mais à voir le monde dehors, on voit vraiment pas trop la différence. Nous sommes en décembre, le mois des achats fou, parfois trop, alors que peut-être pour d'autres, la situation financière est plus compliquée. Noël, c'est aussi la saison des souvenirs. Chacun pourra peut-être se rappeler de l'ouverture d'un cadeau particulièrement attendu. Des Playmobil, des Lego, une Super Nintendo, ou encore le magnifique camion masque qui se transforme en base et qui s'appelle Rhino. Sans être dupe de la surenchère mercantile, gardons en souvenir ces moments de joie et surtout des heures passées à jouer avec nos cadeaux tout juste déballés. Mais trêve de nostalgie, passons à la présentation de nos deux sujets du jour. Dans un premier temps, nous aborderons le thème de la peur. La peur est présente depuis notre plus jeune âge, que ce soit dans la figure du loup, de la sorcière, ou dans le personnage de Joe l'Indien dans le dessin animé Tom Sawyer. À l'âge adulte, nous continuons à aimer nous faire peur. Dans la culture pop, la peur a évolué depuis ces 3 dernières années. Fantastique, gore, horreur. Qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui? Dans un second temps, nous ferons un focus jeux vidéo avec l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles. Que retenir des 7 ans de la PS4 et autres Xbox? Quels sont les meilleurs jeux et que peut-on attendre de la nouvelle génération? Pour cela, nous allons accueillir nos 2 invités du soir. Elle a fini The Witcher 3 2 fois déjà et serait prête à la refaire une 3e fois pour vérifier si elle n'a pas oublié un coffre. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Alors Jennifer, tu as déjà participé à une autre émission? Oui, j'ai fait la première, il me semble. Non, tu fais la 2e. Alors la 2e, pardon. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, moi je m'appelle Jennifer, je suis montreuilloise, j'ai grandi à Montreuil et je suis toujours, voilà, et je suis décoratrice d'intérieur. J'adore les jeux vidéo, le cinéma et les séries télé. Et ça tombe bien. Bienvenue Jennifer. Merci. Son rêve est de tomber sur le jeu HeroQuest à 5 € dans un vide-grenier. Bonsoir Julien. Bonsoir. Comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc, je m'appelle Julien, je suis pas montreuillois, je suis pas très loin, et je suis médecin. D'accord, et tes passions dans la vie? Un peu les films, séries, jeux vidéo aussi. Et pas le rétro gaming. D'accord. Alors, on va passer tout de suite au premier sujet, c'est-à-dire sur la peur. Donc, jingle, sujet 1. Jingle, sujet 1. Premier thème de l'émission, un vaste thème, la peur. Donc la peur est présente dès le début du cinéma dans des films comme Le Golem, Nosferatu. C'est un genre qui continue à perdurer dans les différents courants de séries, de cinéma et de jeux. Donc allons-y. J'ai envie de vous demander, c'est quoi vos premiers souvenirs de la peur, Julien? Mon souvenir le plus à la télé ou au cinéma? Alors je dirais, c'était un film, mais c'était à la télé. J'étais chez moi et c'était le film Shining. Quel film, tu peux redire s'il te plaît? Shining. Donc c'est là où vraiment j'étais vraiment mal en le regardant. J'étais tout seul chez moi et je pense que c'est probablement un des films qui m'a fait le plus peur. Peut-être que si je le revoyais maintenant, je sais pas si ça a vieilli ou pas, mais en tout cas à l'époque c'était
Vraiment très stressant avec le petit qui faisait des tours de bicyclette dans les couloirs de l'hôtel. Et tu l'as pas revu depuis? Je l'ai pas revu depuis. Je l'avais acheté en DVD. J'ai toujours pas revu. D'accord, pourtant c'est un excellent film. Et toi, Jennifer, qu'est-ce que tu peux dire sur tes premiers souvenirs de peur? Alors, mes premiers souvenirs, j'en ai plus. Enfin, en fait, j'en ai plusieurs parce que j'adore depuis que je suis toute petite tout ce qui fait peur, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est un peu magique aussi. Et mes premiers souvenirs, je pense que j'avais 9 ans et je veillais très tard la nuit pour regarder la télé en fait le jeudi parce que il existait en fait les jeudis de l'angoisse sur M6 à l'époque. Et il y avait toujours un super film en fait qui faisait extrêmement peur, qui était certainement interdit au moins de 16 ans, alors que moi j'en avais 9. Mais je faisais semblant de dormir pour ensuite me faufiler dans le salon et regarder voilà la sortie de la semaine. Donc moi c'est plutôt Candyman. Moi c'est vraiment l'un des premiers que j'ai regardé. Ça il est revenu aussi, donc c'est quand même des films qui font très peur. Enfin, Candyman, je pense que c'est pas la même chose que ça. Et puis j'ai aussi souvenir des Contes de la Crypte. Donc je sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. Donc les Contes de la Crypte aussi, je crois que il me semble que ça a été diffusé à un moment justement pendant les jeudis de l'angoisse. Et moi j'adorais ça. J'avais 9 ans. Les jeudis de l'angoisse étaient diffusés en 92. Et les Contes de la Crypte c'était entre 89 et 96, donc c'est vraiment ça devait être les dernières saisons pour moi. Et enfin en tout cas il y a eu beaucoup de guests super connus maintenant qui ont participé aux petits films des Contes de la Crypte. Avec le squelette là, c'est ça? Ouais, avec le squelette, avec avec le petit générique bien connu. Donc, moi me concernant, je pense que oui, génial. Bien vu, Franck. Et je crois que moi, mes premiers souvenirs de peur, ça, si vous voulez dire, c'est un dessin animé. Je vais peut-être paraître un peu bizarre, mais c'est le personnage de Joe l'Indien, comme j'ai parlé dans mon introduction, dans Tom Sawyer. En fait, alors, je pense que maintenant ça passerait moins, mais il y avait un Indien. Je sais pas si vous vous souvenez le dessin animé Tom Sawyer. Non, Franck, oui. Moi, je trouve ça Oui. Et en fait, c'est un espèce de méchant qui parlait pas, mais il faisait peur aux enfants. Et comme il faisait peur aux enfants, moi, j'avais peur de ça. Et autre phénomène, pour moi qui suis né en 79, je crois que d'avoir vu le clip Thriller de Michael Jackson, je crois que c'est le truc qui est resté deux trois soirs à vérifier auprès de ma mère. Mais le truc qui m'a fait le plus flipper, les monstres, enfin en tout cas c'était quelque chose d'assez réaliste et bon je devais pas être très vieux à l'époque. Enfin voilà. Oh, t'avais déjà la bonne trentaine quoi. C'était pas clair. C'est vrai. Ça fait 20 ans que j'ai 30 ans. Alors c'est dans la tête hein. C'est dans la tête. Ce qu'on s'aperçoit voilà avec ce genre la peur et on parlait un peu des choses des années 80 et que maintenant tout est assez franchisé, c'est-à-dire que maintenant il y a énormément de franchises avec une série de films qui ont pu se suivre avec des succès commerciaux assez marquants. Est-ce que vous avez des franchises en tête? Alors moi j'en avais noté quelques-unes, hein, déjà les Vendredi 13, les Freddy, Alien. Est-ce qu'il y a d'autres franchises un peu autour de la peur qui vous viennent comme ça des années 80 dans un premier temps? Moi c'est surtout Alien qui est marqué. Ils font pas tous très peur. Le premier fait assez peur, le deuxième est plus dans l'action. Le troisième, il est un peu glauque aussi. Et le quatrième fait moins peur, mais ça reste aussi des grands moments de cinéma. Les Vendredi 13, j'ai jamais trop accroché. Alors, je vais peut-être passer pour un inculte, mais alors il y a un Vendredi 13 et Halloween, et il y en a un c'est Jason et l'autre c'est Michael. Alors je sais jamais lequel c'est. Michael Myers, oui. Et sinon, toi, Jennifer, dans les franchises, les films Vendredi 13, samedi 14, En fait, je suivais pas, en tout cas, les années 80. Bon, je suis née dans les années 80, donc c'est un peu trop tôt pour moi. Mais c'est vrai que je suivais pas trop les franchises à cette époque-là. Mais en revanche, quand dans l'adolescence, il y avait les destinations finales. Bon, pour ce que ça vaut, bien sûr, hein, mais c'est extrêmement mal vieilli. Mais ça, on va reparler dans les phénomènes un peu peur. C'était même enfin moi j'ai trouvé ça très mauvais, mais bon c'était à l'époque, ça sortait quasiment tous les 2 ans ou quelque chose comme ça, et puis après il y a eu quand même les sauts, les hostels, il y a eu tout ça, qui sont partis vraiment
dans cette idée du gore qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps quand même. Alors dans les plus connus, il y en a qu'on n'a pas forcément abordé, mais j'avais envie d'éterrer et de remettre un peu au goût du jour certains grands films comme La Mouche de Cronenberg. Oui, c'est vrai, Exact. La Mouche. Alors ça c'est plutôt un côté horrifique, mais bon, il y avait Halloween, il y avait aussi tous les Fog, The Thing. Donc ça c'est tous les films de Carpenter, L'Antre de la folie. Après c'est toutes les adaptations Très bien, celui-là. de ces L'Antre films. de la folie. Alors c'est excellent film. Ouais. Excellent film avec des images assez particulières, des images un petit peu surréalistes. Sinon, alors après il y a des séries vraiment au bout d'un moment on n'en pouvait plus. Moi je pense que Scream 1, Scream 2, Scream 3 et qu'au bout d'un moment ça s'est essoufflé quoi. Enfin même si c'était un moment où c'est revenu un peu à l'ordre du jour. C'est vrai que le dernier était pas si mal, mais j'ai pas. Alors voilà, je pense que là j'ai pas potassé sur les chiffres, mais en tout cas, je pense que quand c'est sorti, c'était parmi au box-office, ça a été assez suivi par le public, mais là on en vient à se dire, le dernier il est pas trop mal en fait. C'est un peu comme tous les films, les premiers sont pas mal et les autres après commencent un peu à s'essouffler. Sinon, la vague gore, on en parlait. Est-ce que pour vous le gore fait peur ou alors la vague gore c'est uniquement fait pour nous horrifier? Qu'est-ce que tu pourrais dire, Jennifer, là-dessus? Moi je trouve que ça fait pas peur, c'est plutôt comme tu le dis, horrifié. C'est plus du dégoût en fait de voir parce que souvent ils font des choses horribles, il y a des trucs dans les yeux, il y a des non mais il y en a vraiment partout, il y a pas un endroit qui est pas mutilé en fait dans le genre de film. Mais oui, c'est plus pour moi, c'est plus de l'ordre du dégoût en tout cas. Moi, ce ne sont pas. Je préfère avoir peur. Je préfère les choses, les films d'épouvante que les films vraiment d'horreur gore. Ça me fait beaucoup moins. Je trouve ça moins sympa. Et toi, Julien, le gore, mais en tant que médecin, ouais, non, je suis assez d'accord. Le gore, c'est presque. C'est comme aller au boulot. Fun à regarder que. J'ai pas le souvenir d'un film gore qui soit vraiment effrayant aussi en fait. Je sais pas. Alors généralement j'ai l'impression que dans le gore c'est qu'on a peur de ce qui va arriver à la personne, on a peur de ce qu'il va faire. C'est pas forcément c'est lié un peu au contexte. Alors que dans d'autres films dont on pourra aborder aussi, mais il y a par exemple si tu reprends Shining, il y a des moments où quand Danny va dans la salle de bain ou dans l'appartement et la salle de bain, là ça fait peur. Alors et alors que dans le gore, moi j'ai le souvenir d'avoir vu Hostel au cinéma, c'était insupportable. C'était insupportable parce que c'était dans la surenchère, avec un côté extrêmement sadique, et que voilà, l'effet était un peu immédiat et un petit peu facile. Donc c'est vrai qu'ils sont allés très vite dans la surenchère. Après, ça s'est essoufflé assez vite, finalement. Je suis pas sûr que les Saw ils aient fait un super carton. Les 5, 6, 7, etc. Et très vite, ça a fini par s'essouffler. Moi, j'aimais bien aimer le Saw 1 parce que c'était assez inventif et assez pervers avec le petit twist à la fin, on vous dira pas. Si mes souvenirs, c'est le premier, là, avec le... Oui. Je sais de quoi tu parles. Donc, on dira pas, mais ça, c'était assez intéressant. Oui, la peur, c'est surtout, un petit peu des recherches, on a pu voir que la peur, c'est surtout un genre. Il y a des réalisateurs qui sont vraiment spécialistes du genre. Alors, le plus connu, c'est John Carpenter. Après, il y a Wes Craven. Wes Carpenter, c'est Halloween, Fog, New York 1997. Alors, il fait pas peur celui-là, mais Snake Plissken, excellent film quand même. The Thing, L'Antre de la folie et Vampire aussi, qui était pas trop mal, même si ça mange pas de pain. Je peux pas dire que ça fasse très peur, mais ensuite nous avons Wes Craven avec les Freddy et Scream et surtout La Colline à des yeux. Est-ce que vous avez vu La Colline à des yeux? Très bien. Alors j'ai plus la date. Jennifer, t'as vu La Colline à des yeux? Moi j'ai vu les derniers, pas les premiers. Alors oui, alors effectivement il y a une première génération en fait de La Colline à des yeux. Oui, c'est une première génération et je pense que ça correspond aussi pour mettre un peu dans un contexte, en tout cas la guerre froide avec des essais nucléaires. En gros, c'est ça.
Oui, il y avait ça dans le. Et, ça correspond à une période peut-être géopolitique, sans pour autant rentrer dans des débats, mais il y avait quelque chose d'une monstruosité et d'une menace un petit peu qui pouvait planer sur sur C'était les. une famille qui avait été modifiée par des essais nucléaires, je crois, non? C'était un truc comme ça. C'est immonde, c'est immonde. Oui, dans un contexte de guerre froide. Et dans mes souvenirs, c'était ça. Bon, j'avais dit Cronenberg aussi avec La Mouche et beaucoup d'adaptations de Stephen King. Perturbant. De quoi? La Mouche, c'était très perturbant. Ah oui, moi j'en ai des souvenirs. Bah, ça fait partie des premiers films que j'ai vus en fait. J'aurais dû le rajouter dans la liste de tout à l'heure. Mais La Mouche, ouais, c'est très perturbant. Ouais. Alors, perturbant, est-ce que ça fait peur? Pour l'époque, peut-être que ça dépend aussi de l'âge, parce que je vois en régie, ça soupire. Ouais, non, ça fait pas peur, La Mouche. Ça conteste. Bah, si on le voit à 5 ans, La Mouche, parce que au début ça va, bah après il fait, je sais plus quoi là, il se part au plafond, il est super fort, c'est cool, mais bon. D'abord, c'est une larve. Il a des problèmes de peau quand même, c'est pas terrible. Je sais pas, t'en regardes quel souvenir toi, La Mouche, Julien? Ça m'était vraiment mal à l'aise, quoi, parce que ça. Je pense qu'ils arrivaient à toucher un sujet particulier d'un mec qui perdait son humanité petit à petit. C'était un peu glauque, ça faisait pas peur, mais c'était glauque, quoi. Effectivement, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait aussi peut-être, enfin j'étais trop jeune, mais relié à une époque avec le début du clonage. Moi, je me rappelle même plus de ça. On reste dans une chromatique de Cronenberg avec des choses augmentées, en tout cas où l'humain devient est relié à des machines. En tout cas, il y a d'autres films existants, c'était un peu lié avec des histoires de jeux vidéo, on était reliés. Enfin, dans mes souvenirs, c'était ça. Sinon, je voulais aborder quand même ce qui, pour moi, a été un grand bonheur parce qu'on a l'impression que il y a eu toute une déferlante chez nous. C'est la mode du cinéma fantastique asiatique. Alors, je vous laisse un peu si je vous lance là-dessus. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite? Bah, les Rings. Ah oui. Toi, Julien? Ouais. Les Rings et Darkwater. Darkwater, génial, Darkwater. Ouais. Alors c'est le même réalisateur, hein, Hideo Nakata, il me semble. Mais qu'est-ce qui vous a semblé pourquoi on a tous accroché visiblement sur ça, selon vous? Bah pardon. Peut-être Julien, tu voulais parler avant, non? Je sais pas. Non, mais vas-y, Bah, moi, ce qui m'a accroché en fait dans l'univers du cinéma coréen, de cette époque-là, parce que c'était vraiment une vague. Hein. Pendant un moment, on voyait que des films en fait coréens. Ils sont revenus pour moi en fait vraiment à l'origine de l'épouvante. C'est que on n'a pas besoin de grand chose pour faire peur finalement. Ils construisent une certaine atmosphère, des fois avec très très peu d'images, très très peu de photographies, où il se passe pas grand chose, mais il y a quelque chose en fait, une atmosphère qui s'installe au fur et à mesure, et puis surtout les sons. Ils jouent plus sur les sons que la musique finalement. Ça on l'entend surtout. Enfin, il y a Darkwater et puis il y en a un autre là, The Grudge. Donc je parle de la version originale, hein, The Grudge. Je sais pas si vous connaissez. Il y a la version coréenne en fait qui était sortie en premier et c'est génial. Le son, c'est génial, pardon. The Ring aussi, c'est la figure de la petite fille avec les cheveux noirs et tout qui est ultra marquante et qui a été d'ailleurs reprise dans plein d'autres trucs un peu pompés. Mais la petite fille habillée de blanc là avec les cheveux, on voit pas le visage, c'est une image assez marquante. Tout à fait, puis il sortait de la télé et je me souviens dans le DVD, quand on achetait le DVD, dans les scènes, enfin dans les bonus, il y avait la fameuse vidéo quand on mettait là, on pouvait pas mettre stop. C'est-à-dire que le bouton stop du lecteur DVD ne marchait pas. C'est génial. Et donc on était obligé de la regarder jusqu'au bout et donc voilà. Mais c'est vrai que t'es mort alors. Oui, oui. Je vous parle de l'au-delà. En fait, moi, j'avais noté les Rings et Darkwater, c'est Hideo Nakata, mais ça, c'est japonais. Il y avait deux sœurs aussi. Ah, c'est japonais, c'est pas coréen? Ring, c'est japonais. Autant pour moi. On parlait cinéma asiatique, c'est asiatique. Hein. C'est deux pays différents quand même. Donc, Oui, mais il y avait The Eye aussi, très bon film sur quelqu'un qui a une greffe de cornée et qui se retrouve. Ah bah je te dis pas la fin alors. J'ai vu la version américaine avec Jessica Alba, il me semble. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a il y a le pendant américain, mais justement, est-ce que vous trouvez pas que ces films-là ont un certain succès en réponse au bain de sang de la vision américaine et du mouvement gore? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu venu un peu en même temps. Je trouve ça beaucoup plus créatif au final.
Je parle de la vague de cinéma d'épouvante en fait asiatique. C'est beaucoup plus créatif. Ils sont partis chercher beaucoup plus loin. Comment faire peur en fait aux gens sans forcément mettre du sang qui dégouline partout. Ou en fait t'as un mec, il a plus de membres, il a plus rien du tout. Enfin, il n'y a pas besoin de tout ça finalement. Et non. Non, c'est un autre niveau quand même. Ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et notamment, moi, je reviens sur Darkwater, où en fait, il mélange un espèce de mélodrame entre la relation entre la mère et sa fille avec des éléments fantastiques, qui est un truc qu'aucun film américain n'avait réussi à faire, à mon sens, avant. Hein. C'était très original, je trouvais, pour l'époque. Je pensais aussi à un autre film. Bon, il faisait pas aussi peur, mais je sais pas si vous l'avez vu, c'est Deux sœurs. Oui, je l'ai cité aussi, ouais, qui était très bien aussi. Ah, j'ai pas entendu. Avec toujours des petits cliffhangers à la fin, tout à fait. enfin pas des cliffhangers, des retournements, je sais pas comment on dit, des retournements de situation. Oui. Et c'était pas mal effectivement. Sinon, il y a très rapidement là, j'avais noté qu'il y avait aussi un renouveau au niveau des formats séries. Alors, est-ce que vous auriez des formats, des séries à conseiller un peu sur le thème de l'horreur pour se faire peur? Julien, t'as un truc à dire? Il n'y en a pas énormément. Moi, je dirais dans ce que j'ai vu, je dirais The Haunting of Hill House sur Netflix, la première saison, qui est vraiment bien, avec des atmosphères souvent angoissantes. Des épisodes, certains qui sont vraiment très très bien réalisés. Je pense notamment à l'épisode 6. Avec le plan séquence. Voilà, tout à fait, qui est vraiment un épisode... Magnifique, cet épisode, magnifique. Qui est vraiment génial. Et pareil, ça réussit ça mélange un peu un drame familial avec finalement le fantastique qui est un peu en arrière-plan, mais ça fait vraiment... ça marche très très bien. Et toi, Jennifer, t'as une série Je pensais en fait à la même série que lui parce que tu peux faire la saison 2 si tu veux. La saison 2, c'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire d'amour. Non, t'es bon, t'inquiète pas. T'as pas tout dit. Je pense qu'il y a. J'ai pas tout dit, mais je savais pas, donc il faut arrêter. La première aussi, hein. Non, mais si je dis ça, c'est que ça fait référence à ce que tous disent en fait, même les acteurs par rapport à l'histoire. Et bon, la saison 1, en tout cas, voilà, les deux racontent une histoire différente dans des lieux différents, mais les deux valent le coup. Et c'est mieux, moi, je trouve. Hein. Pardon ? Mais après, je trouve que la première est d'un niveau supérieur. La première fait plus peur, la deuxième est plus narrative, balle au centre. Oui, c'est ça. L'histoire est plus riche dans la première. Ah, il y a débat. On n'a pas le temps là parce que Franck fait des grands signes. Mais je voulais aussi en mettre quelques-unes. En tout cas, bon, il y avait Stranger Things. Moi, j'ai envie de mettre ça parce qu'elle fait un petit peu peur. Moi, j'adore les monstres. Fantastique. Oui, fantastique, qui fait un peu peur. Bon, après, dans les pour les enfants, il est mieux noté. Oui, pour les enfants. Oui. Il y avait Walking Dead quand même. American Horror Story, on en a pas parlé. Il y avait une excellente série qui s'appelle The Terror avec sur un navire pris dans la banquise. C'était très bien. Première saison. Il y en a eu qu'une en fait, je crois. Hein. Non, il y en a une deuxième qui est vraiment, moi que j'ai trouvé vraiment mauvaise. Mais la première, elle est très très bonne. Hein. Franchement, c'est. Ah non, on a adoré. Hein. C'est vachement bien. Elle a été un peu pas passée inaperçue, mais je trouve un peu sous-estimée, quoi. Reste à voir. Et sinon, très rapidement, un jeu vidéo flippant, comme ça on aura fait le tour. Resident Evil 7. Ouais, oui, Resident Evil, franchement. Le dernier, oui, tout à fait. En vue subjective, là? Oui. Ouais. En attendant le 8 qui va arriver sur PS5. Bon. Et en tout cas, j'espère qu'on vous a donné, si vous connaissiez pas tout ce qu'on a dit, mais même si ça reste quand même les plus grands, les séries et les films les plus connus, mais peut-être vous avez fait des découvertes. On va pouvoir passer maintenant à la séquence Michto, pas Michto. Michto, pas Michto, la célèbre rubrique qui a fait le tour de Montreuil. Alors c'est toujours la même chose, je vous donne des infos que piochez sur le net, vous dites si ça vous emballe, c'est Michto, si ça vous emballe pas, c'est pas Michto. On y va? Michto, pas Michto, Chris Columbus a déjà un scénario pour Gremlins 3, mais sa condition c'est de faire sans effets spéciaux et avec que des marionnettes comme à l'époque. Ça vous dit un Gremlins 3? Michto.
Michto, super Michto. Surtout avec des marionnettes, pas d'effets spéciaux. Tout à fait. Et Chris Columbus, hein, celui qui a fait les Harry Potter notamment. Très important, ça, les marionnettes. C'est génial. Mais on en revient un peu, hein, comme Bébé Yoda par exemple. Dans The Mandalorian. Bah oui. Oui. Disney aurait donné son feu vert pour le tournage de Predator 5 et Arnold Schwarzenegger serait intéressé. Il faut savoir que Disney a racheté la Fox et la Fox a Predator. Un nouveau Predator, c'est un Predator de trop ou... Mais c'est vrai, ça? Ah oui, oui. Alors c'est un peu des rumeurs. Hein. C'est étonnant, en fait. C'est étonnant. Hein. Pas Michto, hein, Michto. Toi, Predator, t'irais voir. Oh, peut-être pas en salle, quoi. Et toi, Jennifer En fait, j'ai jamais vraiment suivi Predator. Bon, je veux dire Michto, je pense que pour les fans, ça fait toujours plaisir de revoir quand même des grands noms comme ça, des films d'action de l'époque. C'est toujours drôle. Ah, il est transparent et il voit la chaleur du corps. Schwarzenegger, c'est quand même rigolo de le revoir. C'est vrai, c'est là qu'on le voit passer. Michto, pas Michto, un nouveau Scream qui n'est pas Scream Michto. 5, mais ce serait avec Neve Campbell et Courtney Cox. Cool. Pas Michto. Pas Michto. Pas Michto, toi. Oh non, je pense que Scream, à un moment, faut arrêter. Cela dit, j'ai pas vu le dernier, mais bon, je pense que... Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller encore en faire un? Je sais pas. Ah non, c'est pas raisonnable, surtout qu'ils veulent pas l'appeler Scream 5, parce que je pense que si on met un numéro qui est plus de 3 sur une affiche de film, je suis pas sûr que les gens y vont. Mais, ça marche pas. Hein. Sauf Destination Finale 5. C'est pas très bon. Non, mais j'insiste. Hein. Le film reboot de Mortal Kombat, il est repoussé à une date extérieure. À cause du Covid, il était teasé comme un film gore, violent et aussi sale que possible. Est-ce que ça vous emballe ou pas? Mortal Kombat, oui, quand même, parce que j'ai des bons souvenirs du film, en fait, quand j'étais jeune, ouais. Même, surtout la musique. La musique. Moi, je l'ai vu en salle, hein, attention. Ah. Bon, et tu t'en vantes. Et le jeu vidéo aussi. J'ai grandi avec les Mortal Kombat, donc. C'est vrai que le dernier est très très bien, le jeu vidéo. Toujours aussi sanglant. Il y a Rambo et Terminator. C'est vrai que c'est des arguments de poids, effectivement. Tu fais bien de le rappeler en cette période de on sait pas quoi offrir. Michto, pas Michto, le créateur de Viking, Michael Hust, il veut continuer à collaborer avec la chaîne History autour d'une série sur la peste bubonique à Londres au XVIIe siècle. Bah, Michto. Pas Michto. Non, une série sur la peste bubonique, ça te dit rien, toi? Non, c'est Viking. Bon, je l'ai regardé sans déplaisir, mais il y avait peut-être un côté too much. Donc, bon, je pourrais lui donner sa chance s'il fait cette série-là, mais voilà, j'ai vu toutes les saisons et tout. Hein, je trouvais que c'était pas mal, mais je suis pas j'attends pas spécialement sa nouvelle création. Quoi. Bah, en tout cas, on attend la fin de la deuxième partie de la dernière saison qui va arriver. Ça arrive le 30 décembre aux États-Unis. Michto pas Michto, David Lynch prépare une série sur Netflix avec pour nom Wisteria. David Lynch sur Netflix. Si c'est lui, oui, on a envie de voir. Michto. Alors, peut-être il y a 4-5 ans, je t'aurais mis Michto. Après la dernière saison de Twin Peaks, disons que je vais dire pas Michto. Ouais, oui. Ouais. Oh, après, ça mange pas de pain, hein, non? Même pas ça, même un petit coup d'œil. Moi, j'ai pas fini la saison 2, la dernière saison, pardon. J'ai pas fini. Non, ouais, c'était un peu dur. Je crois que c'est l'épisode 2. C'était un peu dur, ouais, c'est clair. Non, mais l'épisode 2 ou 3, j'en pouvais plus et c'était plus possible de rester devant l'écran. Moi, je crois que j'ai fait jusqu'au 6 et là, vraiment, j'ai craqué, quoi. Alors, au Japon, le parc Nintendo, Super Nintendo World, il ouvrira le 4 février prochain autour de Mario Kart et Donkey Kong. Ça vous donne envie d'aller un parc d'attractions Mario? Michto. Ouais. Ah, bah écoute, on va prendre les billets d'avion. Ah ouais. Alors, la 4e vague, quoi. Après la 4e vague, ouais. On va surfer dessus. Alors là, c'est pas Michto, forcément Michto, pas Michto, mais selon une étude, 4 heures de jeu d'Animal Crossing sur Switch serait plus efficace qu'une séance chez le psy et vous rendrait plus heureux. C'est vrai, ça? Écoute, je sais pas si c'est quantifiable, mais j'ai lu ça. Ça me fait marrer pour le mettre dedans. Non? Michto? Michto? Ouais. Bon. Michto pour les enfants, ouais.
Et dernier truc, sur eBay, il y a des vendeurs qui mettent en vente des images de la PS5, sauf qu'ils disent, les gens surenchérissent en pensant que c'est la PS5, mais c'est une image de PS5. Donc les gens achètent direct, et finalement ils reçoivent une image de la PS5, mais ce n'est pas la PS5. Non, mais ça c'est vraiment pas michto. Non. Ouais, c'est Pas bien. Hein. C'est moins pas qu'on bien. puisse dire, mais Ouais. C'est dégueulasse. Ah bah, oui. ça dit, faut pas en acheter maintenant parce qu'elle décolle. Et sinon, pas de GTA 6 avant 2023-2024. Michto, pas Michto. Bon bah c'est dommage qu'on doit attendre si longtemps. Moi j'ai hâte de découvrir le prochain GTA. Ça te dit Pas GTA? du tout, c'est vrai ça? C'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Mais en tout cas, on aura l'occasion de pouvoir peut-être y jouer sur la PS5 ou la Xbox, la prochaine Xbox. Donc, ça me permet d'enchaîner sur le sujet 2. Attention, jingle sujet 2. Jingle sujet 2. Sujet 2 aujourd'hui, on va un peu faire revenir l'instant déjà nostalgique sur la PS4 et la Xbox One. Il y a eu tout de suite des blagues. Le jour de la sortie de la PS5, on a dit que du rétro gaming, maintenant c'est le PS, ça va jusqu'à PS4. Alors comme quoi, il y en a qui perdent pas de temps. Alors, on va essayer de parler des jeux. Alors, on va essayer de parler des jeux qu'il y a sur les deux, hein, sur tout ce qui est Xbox et PS4. Voilà, il n'est pas question de parler uniquement de PS4, mais d'essayer de parler d'un petit peu tous les jeux, sachant, on va le dire tout de suite. En tout cas, Julien, tu es joueur PS4, Jennifer, joueuse PS4, et moi, joueur PS4. Donc forcément, on va être amené à parler d'exclusivité PS4. Voilà. Après quelques éléments, en fait, la génération PS4 Xbox One, c'est considéré comme la 8e génération. Pour les souvenirs, pour ceux qui s'en souviennent pas, les deux consoles étaient sorties en novembre 2013, donc elles ont fêté leurs 7 ans un petit peu. Il y a pas très longtemps, 7 ans déjà. Ouais. Alors juste pour quelques ventes, la PS4 dans le monde, c'est 110 millions PS4 et 48 millions pour la Xbox One. Donc Sony a largement gagné la bataille des consoles. 110 millions pour 48, sachant que la PS2 c'est la console la plus vendue dans le monde, elle s'est vendue à 155 millions d'exemplaires. Pour la petite histoire, les consoles les plus vendues, le premier c'est PS2, la deuxième c'est la DS, la troisième c'est Game Boy Advance et la PS4 arrive 4e position. Il n'y a pas la Wii, j'aurais dit. La Wii est 6e. Après la PS1, le 5e la PS1 et 6e la Wii. Alors, pour les jeux qui sont considérés les meilleurs jeux de cette génération, alors j'avais des noms, mais j'ai envie qu'on puisse lancer directement. Alors, quel jeu vous vient tout de suite quand on parle de la génération la génération PS4 Xbox? Qui se lance? Je peux y aller. Alors moi je dirais que c'est pas vraiment un jeu PS4, hein, mais c'était mon premier jeu PS4, c'était la version un peu HD de The Last of Us, qui était sorti sur PS3, qui est un monument, et la suite qui va avec, qui est très très bien aussi. Il y a moins l'effet de surprise. Il y a ça, et notamment le dernier Uncharted aussi. Probablement moi parmi les jeux qui m'ont plus marqué, et aussi un jeu qui est un peu passé inaperçu, mais c'était Prey, qui était très très bien. Vraiment. J'ai pas entendu, c'était lequel? Prey. Ah d'accord, j'ai pas joué à celui-là. On peut dire avec l'accent. Prey. Aliens, mais vraiment un scénario qui se tient, et puis ce genre de jeu où en fait on est un peu laissé, on nous prend pas trop par la main. On peut finir les missions de 15 façons différentes, on peut finir en tuant tout le monde, finir sans tuer personne, etc. Et c'est à nous d'aller chercher dans les salles des objets, des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment le joueur est laissé complètement quasi autonome, quoi. C'est vraiment un très bon jeu. Et toi, Jennifer, si je te dis PS4, tu penses à quoi? En fait, j'ai pas le droit de le dire. Alors, on coupe l'antenne tout de suite. On coupe l'antenne. Non, mais je vais quand même le citer parce que c'est ce qui m'a donné envie de rejouer aux jeux vidéo, parce que j'ai eu en fait, on va dire, un temps dans ma vie où j'y ai pu jouer. Entre la PS3 et la PS4, ouais,
Entre The la Witcher PS. 2 et The Witcher 3, quoi. Non, The Witch, enfin le 2, j'y ai jamais joué en fait. J'ai essayé, mais bon, c'est vrai que c'est difficile 10 ans plus tard d'y jouer avec le. Sur Xbox 360. Hein. Oui, mais par rapport au, bah déjà c'est la Xbox et moi je suis plutôt PS et c'est surtout en fait comment dire l'esthétique tout simplement qui a beaucoup évolué entre temps et c'est pas évident. Donc The Witcher 3, bon forcément qui m'a donné l'envie de retourner dans les jeux vidéo. Les jeux que tu as cités tout à l'heure, pareil pour moi en fait. Tu as parlé de The Last of Us 1 et The Last of Us 2. Bon bah forcément, hein, monument 1, monument 2. Hein. et puis je dirais Death Stranding aussi. Même si je sais que pour Julien c'est comme Non, j'ai pas joué. D'une journée J'ai pas essayé. d'une journée à la poste, mais Je l'ai pas essayé. Bah, c'est une simulation de Colissimo, quoi. Ça, c'est les gens qui n'ont pas joué. Faut ramener ton paquet, sinon t'as des pénalités, quoi. Alors, je veux qu'on vienne un peu en arrière. Essayez de vous souvenir, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi votre camp PS4 ou Xbox? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Je dirais que j'avais plus confiance, comme Sony était plus installé. Bon, moi, j'avais commencé déjà avec la PlayStation, hein, j'avais la 1, etc. Voilà, Microsoft était un peu le challenger, donc au niveau des jeux, je me suis toujours dit qu'avec la PlayStation, c'était plus sûr si on voulait avoir des bons jeux. Même si sur la Xbox, il y a eu quelques exclus sympas, hein, ça me semblait être une valeur plus sûre. Et toi, Jennifer, tu te souviens? moi en fait on m'a pas donné trop le choix, c'est-à-dire que l'année où est sortie la PS1, je ne sais même pas quel âge j'avais, je pense que j'avais 10-11 ans. 97, il me semble. Ah bah j'avais 11 ans et je l'ai eu en fait à Noël tout simplement avec deux jeux, c'était Tomb Raider 2 et puis l'autre j'ai oublié. Mais du coup c'est que chaque année, enfin à chaque sortie on était déjà pro PS parce qu'on a adoré la première version. Est-ce que dans cette génération de consoles, vous avez eu des déceptions, des jeux qui au bout d'un moment vous ont un peu saoulé ou des jeux que vous attendiez vraiment et puis qu'au bout d'un moment vous en avez un petit peu marre? Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent un peu comme ça? C'est pas facile, ça. Moi j'ai envie de parler des Assassin's Creed parce que c'est peut-être des choses qui étaient assez sympas au début et au bout d'un moment c'est un petit peu lassé. On en a zappé quelques-uns. C'est vrai que fallait monter en haut de la tour, faut faire le petit saut, faire un peu 15 fois la même mission mais dans un quartier différent. Ça avait un côté un peu répétitif. Moi j'avais joué au premier, c'est vrai qu'après j'ai un peu décroché aussi. Mais apparemment les derniers sont beaucoup mieux. Moi j'y ai pas joué mais ils ont renouvelé le genre et puis ils sont à nouveau redevenus assez répétitifs. Et justement, ça me permet de vous poser la question, est-ce que vous trouvez qu'on est un petit peu arrivé en fin de course? C'est-à-dire que là, on a l'impression que les jeux AAA, hein, on va se garder sur les jeux AAA, plutôt en monde ouvert, on a l'impression qu'ils sont remplis, et que c'était la course avec du contenu, avec une quête qui est super longue, avec des quêtes secondaires qui sont super longues, voire répétitifs, et que on arrivait à la saturation pour les joueurs. Et Julien, est-ce que tu peux donner ton avis là-dessus? Parce que je suis entièrement d'accord. Moi, les mondes ouverts, ça m'a jamais. Enfin, il y a des très bons jeux en monde ouvert, mais juste le principe de monde ouvert, c'est jamais ce qui m'a trop motivé. Je trouve que très vite, ça a été rempli de tout et n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, avec 15 000 fois la même mission, aller porter la lettre là-bas, machin. Enfin, complètement déconnecté de l'histoire. Et très vite, ça a été la facilité pour les studios de faire l'histoire, de faire juste des gros mondes ouverts, et c'était la surenchère, la plus grande carte, etc. Et en fait, ça tournait un peu en rond. On l'a vu notamment avec les Assassin's Creed. On l'a vu aussi un peu avec les Far Cry, qui étaient sympas quand même, hein, mais qui étaient tu fais la mission, faut délivrer la base, etc. Puis il y a 15 bases sur toute la carte, etc. Donc il y a pas de scénario, et en fait, j'ai l'impression, alors j'espère que ça va se confirmer, qu'on revient avec des jeux avec un bon solo, pas forcément en monde ouvert, avec l'exemple, encore une fois, c'est The Last of Us, hein, c'est pas du monde ouvert, même si le dernier essaye un peu, mais on est loin quand même du monde ouvert classique. Très très loin.
Mais il y a une histoire et du coup je pense que c'est ce qui embarque le joueur. Alors pour toi, Jennifer, est-ce qu'un bon jeu doit avoir son quota de quêtes secondaires? Est-ce que pour toi, la durée de vie d'un jeu, c'est important dans le choix que tu fais quand tu commences un jeu? Est-ce que pour toi, un bon jeu peut être un autre jeu que The Witcher 3? Eh oui, monsieur. En fait, j'aime. C'est un bon exemple, ce qu'il a choisi, Julien. The Last of Us, c'est pas un monde ouvert et pourtant c'est un énorme jeu. Il y a des rebondissements. On est pris par l'atmosphère, par l'histoire, le scénario. Je pense qu'un bon jeu aujourd'hui, c'est pas uniquement juste. On n'est pas obligé de faire un monde ouvert pour avoir un bon jeu avec plein de quêtes, etc., qui soit extrêmement fourni. Je pense que c'est surtout le scénario et l'histoire, en fait, l'histoire centrale du jeu qui fait un bon jeu. Et ensuite, les subtilités pour les comparer entre eux, en fait, tout simplement. Mais parce qu'on peut avoir 15 000 quêtes et en fait, elles sont toutes nazes. C'est-à-dire que, comme tu disais, Julien, tout à l'heure, avoir exactement le même genre de courrier à délivrer à tel personnage, et ça enclenche autre chose, mais au final, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et dont on se moque parce que ça n'apporte rien à l'histoire principale. C'est dommage. C'est dommage. Même si on ouvre des coffres en plus. Et Par exemple, j'adore ça. Moi, je citerais Red Dead Redemption, qui était un bon jeu. C'est pas. Tu parles du 2, bien sûr. Moi, je trouve qu'on finit par s'ennuyer avec. On prend le cheval, on va dans un truc, on revient, on va porter la lettre, etc. Et en fait, finalement, moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est pas forcément de suivre une histoire. Elle était un peu noyée justement dans ce monde ouvert, etc. Et même si j'ai trouvé que c'était un bon jeu, ça n'a pas fait l'effet que c'était supposé, quoi. Alors, justement, à ce propos, il y avait une stat que j'avais mis lors de la dernière émission, c'était sur les pourcentages des jeux, et justement, ces jeux-là étaient finis à hauteur de 46%. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare que les gens aillent jusqu'au bout, parce que c'est très contraignant, parce que c'est long, parce que effectivement, les gens ont râlé dans Red Dead Redemption, parce que ça allait pas vite, mais en même temps, ils ont un cheval. Ils vont pas prendre des bagnoles, il n'y a pas de bagnoles. Enfin, il y avait des critiques un petit peu comme ça. Oui, mais c'est vrai que des fois, ils auraient pu faire des petites ellipses, en fait, parce que tu pouvais passer 3 heures sur la calèche, en pleine mission, à parler avec deux pèlerins. Ah oui, il y a du dialogue. Et puis c'était même pas le fond de la quête, quoi. Ça racontait même pas des choses intéressantes pour la quête. En fait, ils vendent des centaines d'heures de jeu, mais en fait, les 3/4, c'est sur le cheval ou sur la calèche, quoi. Oui, c'est ça qui est un peu dommage. Parce après, il est magnifique, mais... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le monde est magnifique. C'est d'un réalisme fou aussi, parce que les détails, même quand on va en ville, c'est génial. Tout est vraiment bien fait, mais c'est le bémol, quoi, le gros bémol. D'ailleurs, je l'ai pas fini à cause de ça. Donc, il est pas fun du tout, quoi. Alors, c'est peut-être pas un jeu qui est censé être fun, mais il est pas fun du tout, quoi, à jouer. Bon, il est très exigeant, on va dire. Parce que il y a le camp aussi où il faut faire des trucs pour un peu alimenter. Justement... Le gameplay est très à l'ancienne aussi. Oui. Ouais. Justement, parlons de la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle génération? Alors, question un peu vague, mais qu'est-ce qui ferait que vous allez ou pas acheter une PlayStation 5 un jour où il y en aura et où on sera sûr que la machine fonctionne bien? Moi, je dirais c'est le jour avec des grosses exclus, quoi, des gros jeux. Je sais pas ce qu'ils préparent après The Last of Us. Donc des gros jeux, quoi, ça va être ça. Les nouveaux jeux qui sont les prochains jeux qui vont être annoncés, c'est ça ce qui fera la. Ouais. Des grosses exclus, quoi. Je sais pas ce qui se prépare, mais. Ah, mais je vais te le dire. Toi, Jennifer, qu'est-ce qui fait que tu aurais envie d'acheter une PS5? Moi, pareil, en fait, les exclus. Bon, déjà, je pense que je suis déjà Team PS, donc je suis. Donc mon choix est déjà fait, mais en clair, oui, pour acheter soit cette année, soit l'année prochaine, ce sera les exclusivités, comme disait Julien, et puis on attend d'un bon jeu, en fait, surtout de la nouvelle génération, la next gen, un jeu avec un bon graphisme époustouflant, c'est vraiment ce qu'on attend, parce qu'aujourd'hui on fait des très bons jeux déjà sur la PS4, on l'a vu avec The Last of Us, avec des détails, les trucs de la neige dans les cheveux, ces choses-là. Donc ça, et surtout un bon scénario digne d'un bon film de suspense qu'on peut voir à la télé. Pour moi, c'est ça maintenant un bon jeu.
Alors pour répondre un peu à ta question, Julien, sur les prochains jeux qui sont annoncés, il y a Hitman 3, il y a Far Cry 6 et le prochain jeu en monde ouvert, l'héritage de Poudlard. Ça, il y a un petit trailer un peu sympa, donc c'est peut-être le premier, peut-être le début d'une nouvelle franchise. Il y a Resident Evil 8 et Horizon. Alors c'est pas Zero Dawn, c'est Horizon West. Oui. Je ne sais plus. Oui, Ouais. il y a Horizon et un sous-titre chaque fois en dessous. Là, c'est le deuxième volet. Ouais, c'est le deuxième volet et qui a annoncé deuxième. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est 2021. Il y a pas trop de dates. Et sur les Xbox, la série X, il y a le Halo Infinite. Mhm. Le Forza 8, ça fait partie des prochains jeux, et le Flight Simulator où là c'est peut-être je pense qu'on va rester sur la PS5, mais c'est peut-être moi mon plus grand regret, c'est il y a ça et ils ont Flight Simulator où le monde entier a été modélisé et on peut faire des vols un peu dans le monde entier en temps réel, météo, temps réel, tout ça. Et 8 heures de... Et 8 heures de vol, hein, tu prévois des popcorn. Et avec météo en temps réel, hein, c'est-à-dire s'il fait pourri, un Paris New York qui fait pourri, bah, il fera pourri exactement au même endroit. En plus, c'est des Français qui l'ont fait, de Bordeaux. Et ils ont aussi annoncé le retour de Fable. Alors, il n'y a pas de trailer, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Mais, en tout cas, c'est ce qui va être dans les tuyaux. Après, jusqu'à présent, il n'y a pas d'équivalent d'Uncharted pour moi, hein, de gros Last of Us. Il n'y a pas encore de jeu qui soit susceptible de me faire acheter la console pour l'instant. De changer de camp. Ouais. Non, de changer de camp et d'acheter une console nouvelle génération, quoi. Mhm. Je trouve que les jeux qui sont présentés, bon, Horizon, moi, j'avais pas trop accroché au premier. Ouais. Une nouvelle franchise, c'est un peu sage encore, hein, c'est un peu trop sage. Bah, c'est un peu toujours les mêmes choses. Moi, j'ai pas le souvenir en 2013 comment c'était passé, mais le cross-gen, généralement, ça a toujours été un peu la règle, et généralement, faut attendre 1 an ou 2 pour voir des exclus sortir un petit peu, des exclus uniquement PS5, et en tout cas nouvelle génération. Et ça va arriver, mais on voit bien les problèmes qu'il y a en ce moment. On n'a pas le temps de se pencher là-dessus, mais sur la polémique Cyberpunk, où voilà, pour l'instant, il y a aucune image PS4 et tout le monde dit que le jeu tournera mal sur PS4 et que ça va être assez moche. Donc on attend de voir. En tout cas, ça sort ce jeudi. Et je voulais qu'on finisse un petit peu sur peut-être se projeter encore plus. Avec la question bientôt la fin des consoles, parce qu'il y a Stadia qui est apparu. Alors est-ce que vous pensez que ce serait l'avenir des jeux vidéo et que les consoles de salon, surtout que la PS5 est gigantesque, paraît-il, est-ce que pour vous le futur des jeux vidéo c'est un abonnement avec des passes? Moi, je pense que c'est la dernière génération de consoles physiques et qu'effectivement après ça va être du stream et des abonnements, enfin un mode, mais je pense la console physique dans le salon, etc. Avec les connexions internet qui vont s'améliorer, j'ai du mal à voir comment ça peut perdurer. Et toi, Jennifer, tu penses quoi? Je pense qu'il a raison. De toute façon, tout se dématérialise maintenant. Enfin, tout, le travail. mais là, en l'occurrence, oui, les jeux vidéo, c'est pareil. Il y aura de moins en moins de CD. Tout sort directement sur les plateformes déjà. Enfin, sur PS Now, par exemple, ou ce genre de choses-là. Mais après, faut voir aussi la qualité du stream, parce que c'est ça qui va faire que ça va se modifier rapidement ou pas. Bah, pour l'instant, les premiers retours, c'était correct. Je pense Correct. ouais. Après, ça va être sur les images secondes. Faudra vraiment que ça soit quasiment à l'identique de maintenant. Bah oui. Ouais. Je pense qu'on va y aller et que le jeu vidéo sera ultra concurrentiel, parce que je sais pas combien c'est Stadia, mais ouais, avec l'arrivée de la 5G, tout ça, c'est en plus, non seulement c'est dématérialisé, mais on peut jouer, on passe de son smartphone à son PC, voilà, tout ça. Donc c'est aussi ça devient extrêmement nomade, et dans les transports un peu partout. Donc c'est peut-être ça l'avenir du jeu vidéo, mais bon, on va dire que la PS5 et la Xbox ont encore 7 ans devant eux, donc rendez-vous en 2027 pour les prochains. Bon, et ben il est l'heure de passer à la séquence coup de cœur, donc jingle coup de cœur.
cœur. Séquence coup de cœur. Alors, qui veut commencer? Ah, Julien. On me fait signe que c'est Julien qui commence. Donc, vas-y, d'accord. Julien, tu as la parole. Non, Alors, moi, j'aurais voulu parler d'une série qui est, je pense, sous-estimée, qui n'est pas passée inaperçue, mais qui n'a pas eu le succès qui, je pense, elle méritait sur Netflix, qui en plus, Netflix a quand même pris pas mal de risques pour réaliser cette série, qui est donc Dark Crystal, qui est une série qui est, alors c'est pas adapté du film qui était sorti dans les années 80, mais c'est en fait ça se passe un peu avant. Enfin en fait, bon après c'est un peu les mêmes thèmes et le même concept, c'est-à-dire cette série avec des marionnettes. Et le film, bon déjà moi je l'ai pas revu depuis longtemps, hein, mais il avait bercé mon enfance. Mais je trouve que la série elle est vraiment époustouflante dans de créativité. Je pense voir un truc pareil sur Netflix. C'était en 2019. Je m'y attendais pas du tout à ce que une plateforme comme ça à y mettre des millions pour produire une série avec des marionnettes. Elle a été vraiment encensée au niveau critique. Maintenant, elle n'a pas eu le succès, je pense qu'elle méritait. Malheureusement, elle ne sera pas reconduite. Apparemment, enfin les créateurs réfléchissent à poursuivre l'histoire, mais je pense que c'est vraiment Julien, c'est coupé. Très original et ça ressemble vraiment à rien d'autre qui s'est fait jusqu'à récemment. Est-ce que tu peux un peu, alors déjà éviter de bouger ton micro parce que ça fait un bruit pas possible. Je sais pas si t'entends. Et deuxièmement, donner un peu le pitch de la série en quelques mots. Donc elle est adaptée du film de Jim Henson qui était, je crois, dans les débuts des années 80. Le thème est pas, c'est une planète avec différents peuples et il y a un des peuples qui, on va dire, essaye de prendre le pouvoir en aspirant la force de vie de la planète et donc en détruisant un peu la planète. Et il y a un des peuples essentiellement qui va se rebeller. Mais voilà, c'est fait uniquement en marionnette, avec une image, une photographie vraiment très particulière, un design des différences très très particulier. C'est très très créatif. Et en fait, au début, on voit les marionnettes, on se dit qu'on va pas tenir, et en fait, nous, on a été embarqués là-dedans. Et donc c'est pour tous les âges, on va dire. C'est bientôt les vacances de Noël. C'est pour tous les âges. Enfin, c'est peut-être pas pour les tout petits enfants. Les moyens enfants. Hein? Pour les moyens enfants. Pour les moyens enfants ou les grands enfants comme toi. Oui. Comme nous. Non, plus sérieusement, c'est alors peut-être que le fait d'avoir vu le film, ça met une couche de nostalgie, ce qui fait qu'on la suit plus, qu'on se laisse plus embarquer par les marionnettes. Je sais pas si avec 10 ans de moins, on se serait laissé embarquer là-dedans. Donc peut-être que le cœur de cible, ça va être ça, quoi. D'accord. C'est-à-dire, on va dire les gens qui ont vu le film quand ils étaient petits. D'accord, c'est un petit côté nostalgie. Il fait pas de mal et peut-être ça peut aussi donner aux parents l'envie de montrer aux enfants. Jennifer, Alors j'ai juste une question avant de parler de mon coup de cœur, c'est pour Julien, est-ce que on doit regarder le film pour regarder la série? Pas du tout. D'accord, ok. La série se passe avant. Ah, très bien. On peut regarder le film après. Jennifer, ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est peut-être le coup de cœur de pas mal de gens parce que c'est pas une série qui date d'aujourd'hui. Donc je vais parler de la série Malcolm. Donc c'est une série comédie. De son vrai nom Malcolm in the Middle avec l'accent bien franchouillard. Donc qui a été diffusée pour la première fois en France en juin 2001 sur l'ancienne chaîne du câble Série Club. Donc je sais pas si vous vous en souvenez. Quelques mois plus tard sur M6, donc le pitch c'est Malcolm, 10 ans, il apprend qu'il est doté d'un quotient intellectuel de 165 et qu'il doit intégrer une classe spécialisée. Il fera partie des impopulaires que l'on appellera en fait tête d'ampoule, comme surnommé par les autres élèves de son école. Donc on suit les mésaventures de cet adolescent et de sa famille déjantée, avec des personnages hauts en couleur. Loïs, mère hystérique et autoritaire, Al, père fuyant toute responsabilité ou confrontation, et ses 3 frères complètement casse-cou. Malcolm est le noyau de la famille et nous partage son quotidien d'adolescent, très souvent injuste, comme le chante le groupe des Mighty Giants dans le générique Boss of Me. Donc Malcolm en chiffres,
juste une phrase encore. Donc c'est cette saison 151 épisodes de 21 minutes, émission à grand succès, toujours diffusée actuellement. Elle est disponible en ce moment en intégralité sur la plateforme Prime Video, Amazon Prime Video. Donc allez la checker si vous ne connaissez pas, elle est juste culte. Voilà. C'est vrai qu'elle est culte, il y a certains, bon, c'est un peu vieilli parfois, mais ça reste quand même assez rigolo dans l'ensemble. Ah, je vois qu'en régie, ça fait la grimace. Il y a des problèmes de son, ça passe? Bon. Mon coup de cœur, alors ça va pas être un coup de cœur, comment dire, qui sort de, on sait pas d'où, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur The Mandalorian, là c'est la saison 2. Parce que déjà je suis un grand fan de Star Wars, même de la dernière trilogie, même si avec tous ces gens qui trouvent qu'elle est pas bien, tout ça, bon peu importe. On peut dire que c'est peut-être en dessous, ma limite, on s'en fiche, on se fait plaisir. La dernière trilogie est mauvaise. Julien, c'est mon coup de cœur. Tu reviendras, on en discutera. Mais en tout cas, de l'avis général, ça vient. T'as un beau coussin Yoda. De l'avis général, il y a quand même le côté mauvais. de la première trilogie qui revient, le côté western, le côté héros, le côté un peu comme ça, et ça fait vraiment plaisir. Il y a la relation avec le bébé Yoda. Alors je pense que je raconte, j'apprends rien. Je trouve que la musique est super. Je trouve que les histoires, certes, ça révolutionne pas le genre, mais c'est toujours plaisant à regarder. On peut prendre les épisodes les uns par rapport aux autres de façon un peu indépendante. C'est pas trop prise de tête. Ça nous éloigne un peu des Jedi, même si là on y revient un petit peu quand même. Voilà, ça se laisse regarder. Il y a des aventures, il y a un peu d'humour, et on a revu des X-Wing. Alors ça, c'est dans les trailers, donc je peux en parler, et ça fait toujours plaisir. Ça reste mon vaisseau de Star Wars favori. Donc voilà, je vous conseille The Mandalorian. La saison 2, elle est sur Disney+. Voilà, écoutez, il va me rester à vous remercier chacun d'avoir participé à cette émission. Voilà, 1 heure, ça passe vite. On va vous souhaiter de passer des bonnes fêtes, de profiter des vacances pour ceux qui seront en vacances. Bon courage pour ceux qui continuent de bosser avec des masques, avec des attestations. On va espérer que tout puisse retourner dans le bon sens, que les cinémas, les théâtres puissent réouvrir, qu'on puisse continuer à sortir et à faire ce qu'on veut. Sur ce, je vous souhaite, merci Julien, merci Jennifer, merci à Franck à la régie. Salut. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Voyager dans le temps à partir d'une DeLorean. Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Eh les mecs, allez, laissez-moi entrer. Alerte tout le monde. Ouais, c'est Choco. Oh, j'ai libéré les deux tourtereaux. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.